C'est bon? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Vous m'entendez bien? Bien. Alors, bonjour. Merci aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis honoré. On m'avait demandé de venir à Sherbrooke vous parler, mais j'ai demandé si je pouvais le faire par Internet parce que ça fait un voyage aller-retour assez considérable. Aujourd'hui, je vais parler de la Palestine et la position du Canada passé, présent et futur. J'ai aussi un sous-titre qui est... J'entends une voix. Est-ce que quelqu'un souhaite me parler? Non, docteur Larson, s'il y a quelqu'un qui va parler, je vais me manifester sur l'écran pour que vous le voyez. D'accord, bien, merci. D'accord. Comme je dis, donc, comme je vais parler de l'histoire du Canada, mais je pense qu'on peut donner comme sous-titre une histoire d'amour centenaire du Canada avec le sionisme. On peut se demander pourquoi le Canada, de tous les pays au monde, soit tellement accroché à Israël. Lors des votes répétés à l'ONU, le Canada reste avec une petite poignée de pays, les États-Unis, l'Australie et autres, à soutenir l'Israël. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Ça s'explique, bien sûr, en partie par le rôle et l'influence historique du lobby sioniste au Canada, qui est vieux de plus d'un siècle. En fait, l'Organisation sioniste du Canada a été fondée il y a 103 ans, en 1921, soit juste après la prise de contrôle par l'Angleterre sur la Palestine. Et 5 ans plus tard, l'organisation sioniste a organisé une tournée au Canada pour ramasser des fonds pour aider la colonisation de la Palestine. Leur conférencier de marque était nul autre que le libérateur de Jérusalem, le général britannique Edmund Allenby. Mais le sionisme est resté quand même un phénomène assez marginal au Canada jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et après cette guerre, et après surtout l'Holocauste, le sionisme a eu un regain de popularité au Canada. Et en 1947, donc tout de suite après la guerre, le Canada a été invité par l'Angleterre à faire partie d'un comité à l'ONU, un comité spécial chargé de recommander une solution à ce qu'on appelait la question de Palestine. J'imagine que la plupart de vous connaissent déjà très bien ce qu'on veut dire par là, la question de Palestine, mais donnez-moi quelques instants juste pour résumer rapidement ce que l'ONU voulait dire par la question de Palestine. Elle remonte à la fin de la Première Guerre mondiale et à la dissolution de l'Empire ottoman. Et en 1917, la Grande-Bretagne avait promis aux Juifs européens de les aider à faire de la Palestine une partie, un pays juif, une patrie juive. Et lorsque, effectivement, Angleterre a pris contrôle de la Palestine en 1921, elle a immédiatement commencé à faciliter l'immigration des dizaines de milliers de Juifs européens. Ceux-ci avaient l'intention de coloniser la Palestine et la transformer en un État juif. On ne doit pas surprendre que les Palestiniens s'y soient opposés. Ils s'opposaient à la prise de contrôle britannique en premier lieu, ils s'opposaient à sa politique d'immigration visant à aider les Européens juifs de venir s'installer et à coloniser la Palestine, et bien sûr, ils s'opposaient au projet de remplacer la société palestinienne par un État juif. Ils ont plaidé leur cause auprès de la Ligue des Nations, lancé des pétitions, manifesté, organisé des grèves générales. Ils ont recours à la violence, tant contre les Britanniques que contre les nouveaux colonisateurs, mais ils se heurtaient à une violente répression causant des centaines de morts palestiniens.
Au fur et à mesure que les colonisateurs juifs sont devenus de plus en plus nombreux, ils ont augmenté leur demande pour avoir un État à eux. Et ils sont également livrés à leurs propres actes de violence, à la fois contre les Palestiniens et contre les anciens commanditaires britanniques. La Grande-Bretagne a abandonné la question et a confié aux États-Unis nouvellement créés, dont la question de la Palestine. Le représentant du Canada sur le comité était un certain Ivan Rand. Le juge Rand était membre de la Cour suprême du Canada. Le National Post, journal anglais assez répandu, anglais, j'entends canadien anglais, le National Post a qualifié Rand du Canadien improbable qui a contribué à la création de l'État d'Israël. Rand était considéré comme un juriste brillant, mais selon son biographe William Kaplan, Rand était aussi un bigot intolérant. Il était un protestant anglo-saxon qui méprisait les Canadiens français, les catholiques et bien sûr les juifs. La solution à la question de la Palestine proposée par le juge Rand consistait à diviser la Palestine en deux en donnant plus que la moitié et presque toutes les bonnes terres aux immigrants juifs européens pour créer leur État juif et en laissant le reste aux Palestiniens autochtones. Pour les sionistes, le plan de l'ONU était une immense victoire. Il conférait une légitimité internationale à la colonisation de la Palestine et à son projet de remplacer la société palestinienne, essentiellement musulmane et un peu chrétienne, par un État juif. Pour les Palestiniens, bien sûr, c'était une trahison et une travestie. Mais il reste une question. Pourquoi le juge Rand, un antisémite connu, aurait-il voté en faveur du plan proposé par les Juifs sionistes? Et pourquoi le Canada aurait-il soutenu un tel plan à l'ONU? Il semble qu'il y avait eu trois raisons principales. La première est qu'immédiatement après l'Holocauste, les Canadiens se sont sentis très coupables d'avoir si peu pour aider les Juifs. 6 millions d'entre eux ont été massacrés et nous les Canadiens, j'entends, nous n'avons pas fait grand-chose pour les aider. Alors, aider les Juifs d'Europe à créer un nouvel État où ils seraient en sécurité nous semblait logique. La deuxième raison, c'est que même si les Canadiens se sentaient bien coupables et désolés pour les Juifs, on ne les voulait pas ici. La société canadienne était à l'époque très antisémite et le juge Rand et notre ministre des Affaires Lester Pearson reflétaient très bien cet antisémitisme généralisé au Canada. Ainsi, au lieu d'accueillir les Juifs réfugiés d'Europe ici, nous avons préféré les aider à coloniser la Palestine. La troisième et finale raison, selon moi, c'est que le Canada se considérait encore comme une partie de l'Empire britannique. Nos deux alliés principaux, l'Angleterre et la France et les États-Unis, considéraient qu'un État composé des Juifs européens au Moyen-Orient serait une base européenne dans une région géopolitiquement stratégique. C'était le début de la guerre froide. Ils voyaient en Israël un point d'appui occidental dans un monde arabo-musulman qui contenait de grandes quantités de pétrole et contrôlait également le canal de Suez. Je pose une petite question ici. Est-ce que ma rythme de présentation est bonne ou est-ce que je vais trop vite? Aidez-moi un peu, donne-moi un peu de feedback. S'il vous plaît. Khadija? Est-ce que vous m'entendez? Je n'entends rien. OK. Merci. Parfait. Voilà. Merci bien. OK. Peter, can you hear? Yeah.
No, Perfect. Yeah, now I can hear. Yeah, that's fine. Okay, sorry, we were on mute. That's why we couldn't talk to you. Okay, and I can't see enough. I can see people in the audience, but I can't see their faces, so I don't know if there's asleep or not. So that's fine. Okay. OK. Donc, la proposition de découpage de la Palestine était adoptée par l'ONU le 29 novembre 1947 avec l'appui enthousiaste du Canada. Mais cette proposition était injuste, était raciste et était coloniale. Injuste parce que les Palestiniens, eux, n'avaient rien à voir avec l'Holocauste. L'Holocauste était un acte européen perpétré par les chrétiens européens contre les Juifs européens. C'était raciste parce qu'elle reflétait proprement notre antisémitisme en ne voulant pas de Juifs ici. Et c'était colonial parce qu'elle reflétait l'attitude coloniale canadienne dominante selon laquelle les besoins des réfugiés européens et les besoins stratégiques d'Europe sont bien plus importants que ceux de la population indigène. La théorie politique selon laquelle les Juifs ont droit de créer leur propre État s'appelle le sionisme. Encore, s'il y avait eu un endroit vide dans le monde en 1947 où personne ne vivait, cela aurait peut-être pu fonctionner. Mais de tels espaces n'existent plus dans le monde en 1947. Toutes les terres arables au monde étaient déjà habitées. Pour en faire leur propre État juif en Palestine, le mouvement sioniste n'avait d'autre choix que de déplacer des habitants palestiniens qui dénombraient déjà plus d'1 million de personnes. Selon la théorie raciste sioniste, les besoins des Juifs sont plus importants que ceux des populations indigènes. Et tous les premiers ministres, de Lester Pearson à Justin Trudeau, en passant par Stephen Harper, ont embrassé et soutenu cette idée sioniste. Aujourd'hui, le Canada se vante d'être un pays libéral. Nous soutenons les idées libérales, l'égalité, la liberté, la démocratie, l'autodétermination des peuples et ainsi de suite. Mais comment alors pouvons-nous accepter l'idée d'un État juif dans lequel les Juifs ont plus de droits que les non-Juifs? Comment est-ce qu'on peut accepter l'expansion continue d'Israël en Cisjordanie ou le siège de 16 ans sur Gaza ou encore le génocide actuel sur Gaza? Comment est-ce que nous pouvons ne pas faire cas des plusieurs rapports des organisations de défense de la personne qui affirment qu'Israël pratique l'apartheid et la suprématie juive from the river to the sea? Je crois que le gouvernement canadien peut adopter cette position parce que le lobby sioniste a réussi à convaincre la plupart des Canadiens d'un certain nombre de propositions clés, qui constituent pour moi le narratif sioniste. En voici quelques exemples et vous les connaissez déjà. Le premier, c'est que l'antisémitisme soit le racisme le plus ancien et le plus vicieux de tous les racismes, et que le problème israélo-palestinien est en effet le reflet actuel de ce phénomène universel et millénaire. Deuxièmement, que les Arabes, les musulmans, les Palestiniens sont par nature violents, antidémocratiques et antisémites par-dessus le marché. Troisièmement, c'est l'idée qu'Israël soit une démocratie, en fait, la seule démocratie de la région. Numéro 4, on nous prétend que tous les gouvernements arabes de la région, y compris l'autorité palestinienne Hamas, sont désespérément corrompus, antidémocratiques et mauvais. Et dernièrement, que le petit Israël ne souhaite que la paix, alors que les Arabes ne veulent pas le laisser tranquille. Ces propos sont fondamentalement racistes, mais il y a juste assez de vrai dans plusieurs qui sont difficiles à réfuter, et ça passe dans la population canadienne. Je donne l'exemple, quand on explique que tous les pays arabes dans la région sont des dictatures violentes et ainsi de suite, bon, c'est difficile de débattre cette question-là. Ça prend une longue discussion pour expliquer pourquoi et comment les choses sont ainsi. En raison de ce discours
cette propagande. Nous sommes arrivés à une situation où la plupart des Canadiens se trouvent désolés pour le sort des Palestiniens, mais en même temps, ils sont très sensibles à l'argument sur lequel Israël a le droit de se défendre. Un récent sondage réalisé par la maison de sondage Angus Reid a démontré que 2/3 des Canadiens souhaitent un cessez-le-feu immédiat. C'est déjà une bonne chose. Mais en même temps, la majorité de ces personnes-là convient qu'Israël a raison de vouloir détruire la Hamas. Ils ne savent pas quoi dire quand on lui dit que la Hamas reste cachée dans les décombres et qu'il faut l'exterminer. Voilà, la masse des Canadiens est prise avec une contradiction. Maintenant, je veux passer à une explication de la politique actuelle du Canada. Je vais prendre une gorgée d'eau, si vous permettez. En fait, en matière Israël-Palestine, le Canada a deux politiques contradictoires. Une de ces politiques est celle que vous trouvez, une position officielle que vous trouvez sur le site web d'Affaires globales du Canada. Je cite un extrait. Je cite: le Canada soutient le droit d'Israël à vivre en paix avec ses voisins à l'intérieur de frontières sécuritaires et reconnaît son droit à assurer sa propre sécurité. Bon, fin de citation. Pour la majorité des Canadiens qui connaissent ni l'histoire ni l'actualité sur la Terre, ça semble très juste. Mais avec ces mots, le Canada proclame que les Juifs israéliens ont droit à ce qu'ils ont conquis en 1948, c'est-à-dire presque 80% de la terre palestinienne, y compris toutes les meilleures terres agricoles. Et par conséquent, les Palestiniens doivent se satisfaire du morceau qui reste et qu'ils doivent accepter de perdre le pays, d'être des réfugiés et de ne pas résister. Au sujet des Palestiniens, voilà ce que dit le même site web canadien. Je cite: le Canada reconnaît le droit des Palestiniens à s'autodéterminer et appuie la création d'un État palestinien souverain, indépendant, viable, démocratique, dans le cadre d'un règlement de paix global, juste et durable. Ici aussi, pour un Canadien peu informé sur l'histoire ou l'actualité sur le terrain, ça semble plausible et équilibré. Mais en d'autres termes, pour résumer, le Canada soutient officiellement la solution des deux États, 80% pour les Juifs et 20% pour les Palestiniens, et aucun droit de retour pour les réfugiés. Telle est notre politique officielle. C'est la politique de sionisme libéral sur le site web. Mais notre politique réelle est bien pire. En fait, nous soutenons Israël par presque tous les moyens possibles et nous faisons obstacle aux Palestiniens par tous les moyens possibles. Je donne quelques exemples. Pour Israël, le Canada a signé un traité, un accord de libre-échange. Nous permettons aux organisations juives de ramasser des fonds et d'avoir des reçus fiscaux pour faire des dons au Fonds national juif. Nous autorisons les forces armées israéliennes à recruter au Canada. Et même, nous organisons des fêtes à l'ambassade du Canada à l'intention des Canadiens qui vont s'enrôler dans l'IDF, l'Israeli Defense Forces. Et tout dernièrement, comme vous le savez tous, nous allons en parler tout à l'heure, nous avons tout fait pour minimiser le génocide et de ne pas aider l'Afrique du Sud dans sa soumission devant la Cour de justice internationale. Pour les Palestiniens, en revanche, c'est tout le contraire. Nous nous opposons à son adhésion à la Cour pénale internationale. Nous compliquons la tâche des organisations islamiques qui veulent faire des secours aux Palestiniens. Nous refusons toute discussion avec la Hamas en disant qu'ils sont des terroristes, mais nous ne disons pas un mot sur les raids israéliens dans la Cisjordanie. En d'autres mots, deux politiques. Une politique sioniste libérale officielle et en pratique une politique sioniste de droite qui soutient presque tout ce que fait Israël aujourd'hui. Mais pourquoi le Canada, après 75 ans après l'Holocauste, pourquoi est-il encore aujourd'hui un des plus fervents défenseurs d'Israël? Moi, je pense qu'il y a trois raisons principales. De ces trois raisons, deux sont similaires aux raisons qui nous ont poussés à faire le vote en 1947
mais a changé passablement. La première, c'est que le Canada, au plus haut niveau, le gouvernement canadien a pris la décision stratégique que nous avons un intérêt économique à être considéré comme un allié fiable par les États-Unis. Critiquer Israël et les États-Unis est dangereux à nos intérêts. Et tant que les États-Unis seront déterminés à défendre Israël, le Canada ne s'éloignera pas beaucoup de ça. La deuxième raison est l'antisémitisme, mais c'est l'inverse de ce que c'était. Aujourd'hui, nous savons que les Juifs canadiens sont hantés par l'Holocauste. Ils sont très attachés à l'idée d'Israël comme le seul endroit au monde où les Juifs peuvent être définitivement en sécurité. Autrement méprisés au Canada, les Juifs maintenant sont bien intégrés dans la société, y compris dans les instances politiques et affaires. Bien qu'il soit maintenant moins qu'1% de la population canadienne, la plupart des Canadiens connaissent un Juif, travaillent avec un Juif ou étudient avec un Juif. Il est donc normal que le discours juif ait beaucoup d'influence sur les Canadiens. Plus récemment, avec la montée des tensions au Moyen-Orient, le lobby sioniste travaille d'arrache-pied pour convaincre le gouvernement et les Canadiens qu'un dangereux vague d'antisémitisme déferle sur le Canada et qu'un nouvel holocauste est toujours imminent, de sorte qu'Israël doit être défendu farouchement. Alors, je tire votre attention ici sur ce point. Quand j'ai expliqué au début pourquoi on appuyait la création de l'État d'Israël, c'est parce qu'on était antisémites. On ne les voulait pas ici, donc on a encouragé la création de Palestine. Maintenant c'est parce que nous craignons l'antisémitisme. Et donc, nous défendons Israël parce qu'on voit ça comme étant une protection contre l'antisémitisme. Donc, c'est complètement l'inverse avec le même résultat. La troisième raison est que malheureusement, le racisme à l'égard des musulmans, des Arabes et des Palestiniens est encore trop répandu dans la société canadienne et je suis sûr que je n'ai pas à vous l'expliquer. Toujours est-il que peu de Canadiens connaissent des musulmans, connaissent des Palestiniens. Mais je pense que les événements survenus en Israël-Palestine au cours des 5 dernières années sont maintenant en train de changer la donne, pas seulement au Canada, mais à travers le monde. Alors, voici quelques exemples. Le gouvernement d'Israël aujourd'hui est le plus ouvertement raciste qu'il ait jamais été. Il a toujours été raciste par le fait même d'être sioniste. Mais maintenant, ils se vantent publiquement de leur racisme. Il y a même des ministres qui se disent fascistes. À Jérusalem, nous avons vu des attaques contre Sheikh Jarrah, Silwan, ou contre les fidèles à la mosquée à l'Aqsa. Nous avons vu la percée militaire de Hamas le 7 octobre, suivie de cette attaque génocidaire où Israël a vraiment dévoilé ses cartes. Évidemment, dernièrement, il y avait aussi la plainte de l'Afrique du Sud au Cour international de la justice. Petit à petit, le monde entier commence à réexaminer la légitimité du projet sioniste. Pas seulement ses actes criminels aujourd'hui, mais le bien fondé même de l'établissement d'un État juif en Palestine. À preuve, la soumission sud-africaine devant la Cour internationale sur le génocide a commencé justement avec la création d'Israël en 1947. Alors, de cette décision historique injuste où Canada fait partie, cette décision injuste, raciste et coloniale découle donc les 75 ans de la triste histoire de la colonisation de la Palestine. Mais la brutalité des attaques israéliennes sur Gaza amène les Canadiens et le reste du monde à remettre en question certaines croyances fondamentales. Est-ce vrai que les Palestiniens sont saisis d'une rage antisémite viscérale ou est-ce qu'ils ont des griefs légitimes concernant les terres et l'expulsion? Est-ce possible que ce soit les Israéliens qui soient racistes? Est-ce qu'Israël n'a jamais vraiment voulu une solution à 2 États? Y a-t-il une solution? Et quelle est la solution? Voici ce qui nous donne à nous tous une belle occasion pour engager une discussion avec les Canadiens et pour apporter des réponses solides basées sur l'histoire et sur l'adhésion aux droits de la personne.
En conclusion, je pense que nous vivons des moments très sombres. Les Palestiniens sont assassinés chaque jour à Gaza et aussi en Cisjordanie. Netanyahu fait pression pour expulser les Palestiniens de Gaza, tout comme il l'avait fait ou que les sionistes avaient fait en 47-48. C'est vrai que notre gouvernement reste très accroché encore aux sionistes. C'est vrai que l'islamophobie et le racisme anti-palestinien sont trop présents dans la société canadienne et que nos médias et notre gouvernement tentent de nous distraire en faisant appel sur une prétendue montée en flèche de l'antisémitisme. Mais rappelons ceci, il y a seulement 6 mois, les Canadiens débattaient de la question à savoir si Israël pratiquait l'apartheid. Maintenant, on est allé beaucoup au-delà. Aujourd'hui, même le pape accuse les forces israéliennes de terrorisme et Israël est amené devant la haie pour génocide. Il y a 6 mois, la cause palestinienne semblait perdue. Personne n'en parlait. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Profitons-nous. La porte est ouverte pour avoir une bonne discussion. Merci. Merci beaucoup, Dr. Larson. J'ai oublié tout à l'heure de faire quelque chose, c'est de souhaiter la bienvenue et de saluer nos participants qui sont avec nous via Internet. On a des participants de la Tunisie, de la Suède et un peu de l'Europe aussi. Alors, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je veux demander à Dr. Larson s'il veut enchaîner tout de suite avec le point sur la décision de la Cour internationale de la justice, ou on prend quelques questions. C'est vraiment comme vous voulez, Dr. Larson. Peut-être au lieu de continuer à parler, j'aimerais mieux avoir des questions de la salle et sans doute il y aura des questions sur ce sujet-là. Excellent. Alors, c'est ça ce qu'on va faire. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à lever la main, on viendra vous voir avec le micro pour commencer. Oui. Et voilà. Continue. Continue. Allô? Oui, là ça marche. Merci beaucoup. Victoria Noël, je suis étudiante à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus de l'aspect financier pour le Canada? Quels sont les intérêts du pays à défendre Israël? J'ai entendu une voix, mais je n'ai pas réussi à comprendre la question. Est-ce que vous pouvez, peut-être quelqu'un qui est plus près du micro peut... Ou peut-être, Khajet, tu peux répéter la question? Oui, du coup, ma question c'était, est-ce que vous pourriez nous expliquer les aspects financiers? Pourquoi est-ce que le Canada a des intérêts à défendre Israël économiquement? Excusez-moi, la question est pourquoi le Canada défend Israël? C'est quoi les intérêts économiques qu'a le Canada avec Israël exactement? Oh. On sait qu'il y a des intérêts économiques, mais c'est quoi ces intérêts? L'attachement du Canada à Israël n'est pas dû aux accords ou à l'échange économique entre le Canada et Israël, qui sont relativement petits. Je pense que si on compare avec nos intérêts avec les États-Unis, à midi le 1er janvier, nous avons déjà fait l'échange économique avec les États-Unis qui équivalent à tout ce qu'on va faire avec Israël dans toute l'année qui suit. Donc, c'est relativement petit. Ce n'est pas principalement une tâche économique. Notre intérêt économique, c'est de protéger nos échanges avec les États-Unis. Et comme les États-Unis sont tellement attachés à Israël, pourquoi, si je me mets à la place du Premier ministre canadien, pourquoi est-ce que je mettrais même un petit peu en danger les Canadiennes
pour une cause où je ne peux pas avoir beaucoup d'influence de toutes les façons. Moi, je pense que c'est une décision stratégique qui ne découle pas de la moralité ni de la justice, qui découle d'un calcul économique propre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, elle dit oui. Merci beaucoup, Dr. Larson. La question d'après. Oui, bonjour. Merci, Dr. Larson, pour votre présentation. Moi, j'irai avec une autre question, mais qui est complémentaire à la première question. Effectivement, on a compris comme quoi que le Canada fait un calcul stratégique pour garder cette position de ne pas demander le cessez-le-feu depuis très longtemps et par la suite, même pour d'autres décisions qui viennent de prendre, de couper les vivres pour l'UNRWA. Mais de l'autre côté, je voudrais avoir votre avis pour comprendre, parce que le Canada est en train de perdre beaucoup. Il est en train de perdre beaucoup à l'intérieur du Canada, il perd beaucoup dans la face du monde. Et comment un gouvernement comme ça peut faire ce calcul stratégique puis garder une position pour laquelle le monde, pratiquement le monde entier, a pris une position contraire. Merci. J'ai pas compris du tout. J'entendais une voix, mais j'ai pas du tout compris. Est-ce que tu peux me résumer ou peut-être l'écrire? Excusez-moi, mais c'est Oui, je vais être à côté du... Là maintenant, vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement, oui. Excellent, merci. Voilà, je vais reposer ma question. Le Canada a pris une position depuis pratiquement le 7 octobre, et c'est une position de ne pas demander le cessez-le-feu, c'est une position calquée sur la position des États-Unis. Alors, en complément à la première question, je comprends que c'est une position un peu stratégique pour les relations avec les États-Unis, mais de l'autre côté, il y a, dans mon calcul à moi, le Canada fait un mauvais calcul dans le sens qu'il perd beaucoup autant à l'intérieur du Canada que sur la scène internationale, puisque plusieurs pays, ils ont changé leur position très rapidement et ils ont adopté une position plus juste et plus morale, alors que le Canada tarde. Et notamment, encore cette semaine, pas plus tard que cette semaine, le Canada a décidé de joindre les rangs des États-Unis pour couper les dons à l'UNRWA. Et c'est une position catastrophique dans le sens que depuis le début, ils ne coupent pas la vente des armes à Israël, et malgré toutes les accusations contre Israël. Et maintenant, avec une accusation contre 12 employés de l'UNRWA sur plus que 16 000, il prend une décision rapide comme ça. Donc, c'est un faux calcul pour le Canada, mais je veux avoir votre avis là-dessus. Hein. Donc, côté stratégique, c'est pas une bonne décision à mon point de vue. Merci. Là, j'ai bien compris. Merci. Je pense que c'est une très bonne question et je veux être clair que je ne défends pas la position de Trudeau ni du gouvernement canadien. J'essaie de l'expliquer. Hein? Alors, moi, je ne suis pas d'accord ni avec la décision de couper les vivres à UNRWA, ni de tarder si longtemps à appeler ça un génocide. En fait, on peut citer tous les exemples. Mais je pense que sa source dans les raisons que j'avais citées. Premièrement, c'est l'intérêt stratégique du Canada, vu depuis les autres instances de l'économie. Il y a aussi le succès du lobby sioniste à convaincre les Canadiens que les Israéliens sont les bons et les musulmans ou les Arabes ou les Palestiniens sont les méchants. S'ils n'avaient pas réussi à faire passer leur message, le gouvernement aurait plus de difficultés à prendre sa position. Mais ce n'est pas parce que je l'appuie. Et ce n'est pas juste Trudeau. Et c'est pas, je vais juste ajouter une chose. Ce n'est pas par ignorance non plus.
j'ai eu quelques contacts avec les diplomates sur place à Ramallah et je suis parfaitement convaincu qu'ils font des rapports à Ottawa sur ce qui se passe. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont ignorants. Ils savent très bien. Ce n'est pas que Trudeau, c'est le Parti libéral, le comité autour de Trudeau qui fait cette décision-là. Et je le pleure, mais j'essaie de l'expliquer ainsi. Merci, Dr. Larson. Je voulais juste rajouter que nos invités via le web, ils peuvent nous soumettre leurs questions par écrit et on va les transmettre à Dr. Larson. N'hésitez pas aussi. Je vais juste dire un petit mot. J'apprécie non seulement des questions, mais des contradictions. Je pense qu'on apprend à s'échanger des idées. Alors, si j'ai dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, je vous invite franchement à les apporter. Excellent. J'ai une question de Dr. Ayman. Can you hear me? I can hear you, but I have an echo. Yeah. Okay, can you hear me now? Yes. Peter, maybe you can translate my question in French. I can understand French, but I'll pose the question in English to you, Okay. and then you can respond in French. So, what is the best case scenario that Canada could ever take? So, for the next 50 years, for example, we know what the worst case scenario looks like. We've all struggled through Canada's position in terms of its 100% ally and support of Israel. Mm. What can we wish for, and what can we do to achieve that wish? Is it an NDP government? What would that look like in terms of its position towards Israel? Or are we going to continue lobbying for the Liberal government to change? I think you get the question, but I'm just trying to see what can we wish for here, and what can we do? Can I have 30 seconds to make it? He's going to translate. Good. Vous voulez que je traduise? OK. La question, aidez-moi si je le traite mal, c'est juste à quoi, en fait, il y avait deux questions là-dedans. Jusqu'à quoi on peut aspirer? C'est quoi notre aspiration optimale? Hein? Et donc, la sous-question, est-ce qu'avec le NPD ou avec notre parti politique, les choses pourraient changer? Je pense que moi, j'ai pris la position que, en fin de compte, le Canada ne peut pas influencer beaucoup sur ce qui se passe là-bas. Même si j'étais Premier ministre, mes mains sont liées. Même si je voulais beaucoup aider, je peux peut-être faire des discours, donner plus d'argent à UNRWA et ainsi de suite. Excusez-moi. Donc, ça ne veut pas dire que le Canada ne peut rien faire. Le Canada peut faire des choses. Si on ne votait pas avec les États-Unis à l'ONU, ça résultat que les États-Unis seraient ça de plus isolés. Donc, ça, c'est déjà une chose. Je ne pense pas que le progrès se passe tellement par le choix de partis politiques. Alors, c'est sûr que les conservateurs sont plus réac et le NPD est plus libéral, mais je pense que le Canada agit beaucoup influencé par ce que pensent les Canadiens. Et notre problème, c'est que les lobbies juifs, le lobby sioniste, a réussi à convaincre à la grosse majorité de la population canadienne des 5 positions clés que j'ai nommées tout à l'heure. Que Israël soit démocratique, qu'Israël soit la paix, que l'antisémitisme est partout, que les méchants Arabes vont attaquer Israël parce qu'ils sont... Tout ça. Et nous, notre meilleure chance, c'est petit à petit de changer le discours auprès de la population canadienne. Et je pense que ça va se produire automatiquement. Parce que j'imagine, vous pouvez me corriger, que la majorité de vous soit nés ailleurs, soit de la première génération au Canada. Et au fur et à mesure que les musulmans, les Arabes, les Palestiniens commencent à s'intégrer dans la population canadienne, commencent à être actifs dans la société des corps professionnels, des docteurs, des médecins, des infirmières, des professeurs,
commence à travailler avec les Canadiens, leur narratif, votre narratif va commencer à avoir plus d'influence sur la population canadienne. Mais c'est normal qu'au début, vous êtes à l'extérieur de la population, vous n'avez pas la chance que vous devriez avoir pour influencer la population canadienne. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a juste le temps qui va régler les choses en gros. C'est ça ce que vous dites? Il y a juste le temps. Le temps aide, mais je pense qu'aussi c'est l'effort. Parce que quand on lève la main, on veut parler d'Israël, on va apporter un autre point de vue, c'est sûr que les gens vont réagir. Là, il faut apprendre comment aborder la question avec les gens. Si on aborde avec les gros sabots, ça n'aide pas. Donc, il faut trouver d'être dur sur les principes, mais capable d'aborder la question avec beaucoup de Canadiens qui ne connaissent pas rien d'autre chose que ce qu'on leur dit sur Israël et Palestine par les médias, qui est essentiellement négatif. Merci beaucoup, M. Larsen, pour la présentation. Effectivement, vous avez dit qu'il y a le lobbyisme a pris comme simplement pour convaincre les Canadiens. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Moi, je vois la personne debout avec le micro, mais je ne comprends pas. Excusez. Et comme ça, vous m'entendez bien? Là, j'entends bien, oui, voilà. OK. Vous avez parlé de 5 points que le lobbyisme ici a essayé d'utiliser pour convaincre les Canadiens Oui. Pour être avec Israël d'une manière générale. Mais ça laisse que les décisions, ce n'est pas les Canadiens qui prennent les décisions, mais c'est plus le gouvernement et les institutions canadiennes qui prennent les décisions. Quel est le taux d'infiltration du lobby sioniste là, dans les institutions et gouvernements canadiens d'une manière générale pour pouvoir influencer des grandes décisions comme ça? Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne question. Et il y a effectivement, on peut l'appeler une infiltration. Les lobbies sionistes sont très bien représentés officiellement. Et même le président de CIJA, Shlomo, le président de CIJA était vu comme étant parmi les 100 lobbyistes les plus influents du Canada. Donc, c'est très important. Mais je pense que leur influence au fédéral, je connais pas la politique au Québec tellement, je dois avouer. Le fédéral, je pense que quand le président de CIJA veut parler avec M. Trudeau, il a l'impact parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens derrière lui. Tu ne peux pas pousser quelqu'un à adopter une position. Les politiciens veulent avoir des votes. Et le message du lobby sioniste est efficace dans la mesure où ils ont réussi à convaincre la population canadienne de ces positions. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas surestimer l'influence du lobby juif, mais il ne faut pas le sous-estimer non plus. Il ne faut pas oublier que le Canada était sioniste avant même que le lobby sioniste existait. Nous avons appuyé la création d'Israël quand les Juifs étaient encore méprisés, marginalisés, pas bien vus au Canada. Donc, le sionisme, l'appui au sionisme est plus profond que ça. Merci. Il va falloir venir ici. On a une question, mais là, maintenant, il faut venir à côté. C'est pour ça qu'il y a un petit délai entre les deux. OK. Bonjour, M. Larsen, et merci beaucoup pour la présentation. Je partage vos opinions que vous avez dit. Moi, j'ai 3 petites questions. Ouais. La première question, c'est, j'ai entendu un analyste qui dit que l'Occident, il est tellement à côté d'Israël, puis il appuie Israël,
pour que les Juifs ne reviennent pas chez eux. Parce qu'ils ont réussi à se débarrasser d'eux autres après la Deuxième Guerre mondiale, puis ils ne veulent pas qu'ils reviennent. Ça, je l'ai entendu dans une des présentations. Le deuxième point, au niveau de l'obéséonisme, on a parlé de l'obéséonisme et ça a commencé depuis 1895 avec la rencontre qu'ils ont fait avec l'Église protestante à Madrid. Il y avait un congrès à Madrid que les sionistes chrétiens, ils ont financé le sionisme juif pour prendre le pouvoir économique dans le monde entier. Et ils ont commencé à planifier, puis ça a pris quand même 50 ans peut-être avant de prononcer l'État d'Israël. Maintenant, ma question, est-ce que c'est une bonne réussite du sionisme juif ou bien c'est encore le sionisme chrétien et d'autres religions et d'autres parts qui sont là, tels que les fabricants d'armes et autres qui sont le lobby le plus fort du côté d'Israël? Parce que tant qu'Israël est là, la vente des armes va continuer beaucoup plus, puis les guerres ils vont continuer à exister. Le troisième point, comment trouvez-vous le comportement honteux des chefs d'État arabo-musulmans? Merci. OK. Merci, frère. Merci. Alors, ça, c'est trois très bonnes questions. Le premier point, c'est que est-ce que je suis d'accord avec cette thèse que nous sommes contents d'être débarrassés des Juifs et que nous ne voulons pas qu'ils viennent ici, donc nous préférons qu'ils restent chez vous, si je peux parler ainsi. Je ne crois pas du tout. Non, ça, je ne crois pas absolument. Ça impliquerait un degré d'antisémitisme à travers la société canadienne que je pense que ça n'existe pas. D'ailleurs, je pense que tout le parlage sur l'antisémitisme, la vogue, la volée, comment on dit, la onde de l'antisémitisme au Canada, c'est inventé. Moi, je ne crois pas dans la population canadienne qui est de l'antisémitisme. Oh, très peu. Ça n'a rien à voir avec la situation. Dans les années 30, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller dans certains clubs. Leur capacité d'entrer dans les universités était limitée. Les médecins juifs n'avaient pas le droit d'utiliser les hôpitaux publics et ainsi de suite. L'antisémitisme au Canada était très, très développé jusqu'en 1945. Aujourd'hui, je ne pense pas. Donc, moi, la plupart des Canadiens travaillent très facilement avec des Juifs. Ce n'est pas un problème du tout, à mon avis. Le deuxième point, je n'ai pas compris toute la question, mais moi, je pense que je pense que c'est normal, du point de vue d'un Palestinien, d'imaginer les sionistes comme étant très, 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 très puissants, parce qu'ils ont écrasé la société palestinienne et continuent de le faire. Mais moi, je pense que, de fait, le sionisme n'est pas si important que ça, et c'est loin de dire que la traite d'armes tient avec l'antisémitisme, avec le sionisme. Il y a la traite d'armes dans tout, pas juste dans le Moyen-Orient, mais dans l'Occident, l'Afrique du Sud, l'Afrique, dans l'Asie. Il y a beaucoup de pays, y compris les États-Unis, qui vendent des armes, les Russes, les Chinois. Donc, je ne pense pas que les sionistes... C'est sûr qu'Israël vend des armes, ça c'est sûr. Mais j'imagine, je serais étonné de voir que la part israélienne dans le commerce international des armes soit plus que, je ne sais pas, 5%. C'est pas zéro, mais c'est loin d'être la source principale du commerce des armes, à mon point de vue. Mais j'avoue que je donne mon opinion, je n'ai pas une base empirique pour répondre. La troisième question, c'est le manque d'appui des pays musulmans arabes aux Palestiniens. En fait, on voit qu'il n'y a que qu'on appelle des non-state actors, Hezbollah, les Houthis en particulier, mais il n'y a pas d'État arabe, pas d'État musulman qui même insisté pour qu'Israël cesse le massacre des Palestiniens.
Comment ça s'explique? Vous, je ne sais pas, vous êtes sans doute de plusieurs pays arabes différents. Je vous donne mon point de vue d'un Canadien qui étudie un peu les choses de loin. Je pense que si les pays arabes aux alentours étaient démocratiques, là, c'est autre chose. Parce que les Arabes, les Arab Street, la population en Égypte, en Jordanie, au Liban, ils sont très, très en colère contre ce que font les Israéliens. Mais ces pays-là, comme vous le savez très bien, ne sont pas démocratiques. Ils sont dirigés par des dictateurs qui sont aux prises entre les volontés de leur population et leur besoin d'avoir l'appui des États-Unis. Que ce soit Sisi d'Égypte, que ce soit le roi de la Jordanie, et ainsi de suite, ils sont au tenaille avec une contradiction très importante. Et je pense que ça, il ne faut pas oublier que quand Israël a été créé en 1921, le chef qui est devenu le chef de la Jordanie, aidez-moi, Hussein, je pense, qui a dit qu'il était d'accord avec la création d'État d'Israël si la Grande-Bretagne lui donnait la Jordanie comme pays indépendant. Donc, les chefs arabes étaient très vite prêts à vendre les Palestiniens si c'était dans leurs intérêts. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps. Mais on peut me contredire là-dessus. Je suis loin d'être un expert sur cette question-là. D'ailleurs, je n'aurais pas dû répondre parce que ma compétence c'est sur la situation canadienne et pas sur la situation dans le Moyen-Orient. Alors, biffez tout ce que j'ai dit. Honnêtement, je pense que vous avez une très, très bonne connaissance et une bonne vision. Je ne pense pas que nous, en tant qu'arabo-musulmans, on pense différemment de vous. C'est juste la réalité des choses, malheureusement. Monsieur Abdelhilé a comme un compliment sur sa question ou un commentaire. Alors, je vous invite à venir à côté de moi parce que c'est là où le son est le plus clair. Est-ce que vous pouvez me donner 30 secondes que j'aille chercher de l'eau? J'arrive dans 30 secondes. Bien Merci. sûr, oui. Yallah. Yallah. Merci beaucoup. Je voulais juste clarifier un peu la deuxième question et la première question. Quand j'ai parlé des Juifs, c'est pas parce que d'ailleurs, il y a plusieurs Juifs qui ne sont pas sionistes, ils sont maltraités, puis ils sont emprisonnés. J'ai vu aussi les Juifs qui, à l'intérieur d'Israël, ils ont fait des manifestations contre la guerre, puis ils ont demandé de cesser le feu, puis ils étaient matraqués par la police israélienne. Donc, c'est juste pour qu'il ne soit pas une confusion, ce n'est pas les Juifs, mais je parlais beaucoup plus de Juifs sionistes. Et j'insiste là-dessus, et ce n'est pas les Juifs tels quels qui causent des problèmes, parce qu'Israël il dit que si tu n'es pas un pro-Israël, tu n'es pas juif. Entendu. Donc, moi, je parle beaucoup plus pour celui-là, c'est les Juifs sionistes. Et quand j'ai parlé de sionisme, la force de sionisme, ce n'est pas le sionisme tel quel, mais les lobbies sionistes. C'est parce que tu peux être un lobby même si tu n'es pas sioniste. Et possiblement, c'est ce lobby-là qui va amener les votes, qui va amener des affaires. C'est lui qui va